Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne KHG Code. En effet, la chaîne a été renommée, donc pour des raisons juridiques, des raisons de droit, etc. Le conseiller juridique de mon entreprise m'a conseillé en fait de renommer de renommer la chaîne. Donc de parler en mon nom et non plus au nom de l'entreprise. Voilà, même si on est profondément liés, mais bon, pour des raisons juridiques, j'ai été obligé de renommer la chaîne. Donc je l'ai nommé KHG Code. Ce sont mes initiales, mon nom et mon prénom. Et j'ai mis code parce qu'on fait quand même du code dans cette chaîne-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va revenir un peu aux fondamentaux. Donc on va refaire un peu du code aujourd'hui après plusieurs vidéos que j'ai fait dans laquelle c'était plus des concepts, des conseils, etc. Donc c'est vrai que j'avais pas le temps de me poser pour pouvoir avoir le main dans le code pour faire des tutoriels comme je l'ai fait précédemment. Donc aujourd'hui c'est chose faite, j'ai un peu de temps en cette fin de soirée pour pouvoir vous faire ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va revenir sur des lambda. Donc si vous vous souvenez, on avait fait vous pouvez retrouver dans la playlist lambda, on avait commencé une série de vidéos sur les lambda. Donc on a déjà fait les trois premières où on s'était arrêté à la partie API et ensuite on a fait le login. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce qu'on va sécuriser notre API. Visaline, c'est un logiciel qui va vous permettre de gérer toute votre entreprise. Donc c'est un logiciel tout en un qui va vous permettre de pouvoir faire des devis, des factures, signer vos contrats de manière électronique et même d'envoyer vos recommandés. Donc c'est une solution simple qui a été développée par moi et mon entreprise qui va vous permettre réellement d'avoir une vision 360 de votre entreprise. Selon votre besoin, il y a plusieurs offres qui vous offrent à vous, une offre basique, starter ou premium. Alors, pourquoi, avant de commencer à de commencer à coder cette partie-là de l'infra, donc on va se poser la question, pourquoi est-ce que c'est important de sécuriser une API? Comme je l'ai déjà expliqué en fait, donc les API, c'est des interfaces de programmation qui permettent un échange de données entre plusieurs applications, notamment via des échanges de données, via du JSON en général. Voilà. Donc, les API, c'est très bien, sauf que c'est important de les sécuriser. Pourquoi c'est important? C'est comme si vous avez une maison, en fait, vous avez une porte, vous ne mettez pas de serrure, ou bien il n'y a pas de cadenas. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va peut-être potentiellement pouvoir entrer chez vous. Et ça, c'est pas bien. C'est la même chose au niveau des applications. Au niveau des applications, c'est bien de construire une maison, c'est bien de mettre une porte, mais si vous ne mettez pas de serrure, elle sert pratiquement à rien parce que tout le monde qui a connaissance que votre maison existe dans un endroit bien précis va pouvoir entrer dans votre maison. Et c'est exactement le cas avec les API. Donc avec les API, si moi j'ai connaissance que votre API existe, qui permet de fournir un service, si vous ne le sécurisez pas, je peux potentiellement aller sur votre API, récupérer des données de votre système, faire des opérations sur votre système, et ça, personne ne veut. Donc c'est pour ça que il est important lorsqu'on développe des API de pouvoir les sécuriser. Donc il y a plusieurs façons de sécuriser. On peut les sécuriser de manière basique juste avec une clé, c'est-à-dire que quand moi, utilisateur, quelqu'un qui veut venir chez moi, dont moi j'ai mis la porte, s'il veut prouver qu'il est, il faut qu'il ait la clé d'entrée. Voilà. Il y a une deuxième méthode qui est via des certificats, donc c'est-à-dire j'ai un certificat, le client aussi a un certificat avec ce qu'on appelle du mutual TLS et on vérifie si nos certificats matchent en fait et moi je peux le laisser entrer. Et il y a un troisième mode quand on est sur des lambda qui est plus une authentification via IAM, c'est-à-dire que on vérifie si le user avec lequel je vais accéder à l'API a les droits de pouvoir faire ces opérations-là. Donc nous, ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, le premier mode qui est le mode un peu basique. C'est qu'on va sécuriser notre API, on va sécuriser notre maison avec une clé d'entrée. Donc c'est-à-dire que l'utilisateur, quand il va vouloir faire des requêtes sur mes API, donc des get, post, put, etc., sur mon API, je vais lui demander une clé. Donc s'il me fournit la clé, je lui donnerai l'accès à l'API, donc il aura le résultat, donc son verbe va pouvoir exécuter. Par contre, s'il n'a pas la bonne API en fait, ou bien s'il n'a rien, on lui donnera pas accès. Donc c'est ça qu'on va rajouter à notre lambda API pour sécuriser en fait cette partie-là. Donc c'est parti.
Donc, vous vous souvenez, là, on a dans notre petit schéma avec l'API qu'on avait buildé. Donc, on a déjà, on avait, dans la première vidéo, on a réalisé ça. Dans les deux premiers, on a réalisé cette partie-là. Ensuite, on a mis toute la partie supervision alerting pour être au courant quand il y a un problème. Et j'avais expliqué comment marche réellement l'API Gateway. Donc, on a construit la lambda, ensuite on a mis l'API Gateway, et ensuite on a mis du logging. Donc, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va plus travailler sur cette partie-ci. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, mon client ici, notre API, elle est publique en fait. C'est-à-dire que tout le monde ici a accès à mon API. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que on va demander une clé. Donc on va demander ici, là maintenant, au niveau de l'API, on va mettre une porte. Comme ça, par exemple, disons qu'on va mettre une porte. Voilà. Une porte d'entrée pour la personne qui veut accès à l'API doit pouvoir fournir une clé. Donc hop, je vais mettre comme ça. Et là, il va fournir ce qu'on appelle une API, une key. Voilà. Donc hop. La police est un peu grosse. Je vais mettre small. Voilà. On va l'appeler API key. Donc l'utilisateur, quand lui il va vouloir faire la requête, il devra fournir cette clé-là dans ses paramètres. Pour montrer que voilà, et donc moi j'ai mis dans ma porte maintenant, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, s'il il a la clé, on l'autorise, mais s'il n'a pas la clé, on l'autorise pas. Donc c'est ça qu'on va réaliser. On va pas toucher à tout ce qu'on avait qui marchait déjà là. Donc c'est plus cette partie-là. Donc on va se focus réellement sur cette partie-là. Et bien sûr, comme toujours, on va faire ça avec du Terraform. Donc là, on va aller sur notre terminal. On va lancer, c'était le basic API. On va l'ouvrir, notre Visual Code. Boom. Je vais agrandir un peu. Non, c'est trop grand ça, je trouve. Bon, comme ça, c'est bien. Ouais, ça devrait aller. Faudra me dire en commentaire si c'est visible ou pas. Mais j'ai pas eu de retour dans ce sens, donc je pense que ça se voit plutôt. Donc là, on ne va pas toucher aujourd'hui au code. Ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois là. On avait, on avait mis des messages dans notre API pour la modifier, etc. Pourquoi j'ai mis ça? Bon, on va pas toucher à cette partie-ci qui est le socle même. On pourra mettre à jour plus tard cette partie-là. On va revenir plutôt dans notre code Terraform. Dans nous, ce qu'on va faire, c'est construire, pardon, c'est construire ça. Donc mettre notre clé. Donc on va créer dans un nouveau fichier qu'on va appeler ici. On va appeler ici. Je vais l'appeler 08. On va appeler API key. Voilà. On peut appeler ça comme ça parce que la finalité c'est ça. Et ce qu'on va faire en fait, donc on va construire quelque chose, on va utiliser on va construire notre API, mais on va pas juste mettre la clé, on va aussi mettre des contrôles. C'est-à-dire dire combien de fois on a le droit d'appeler l'API en quelques secondes, le nombre d'appels qu'on peut faire à la minute et tout ça. Donc ça c'est pour éviter de se faire des doses, j'expliquerai. Donc on a notre API key là. Donc ce qu'on va faire, la première chose, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle un usage plan. Donc en même temps, je vais venir sur la console de AWS pour vous montrer. Il est où? Donc là, j'ai mon API. Donc c'est ici, on va créer l'API key, le usage plan, et ensuite on va les attacher à mon API. Donc c'est parti. Donc la ressource qu'on va utiliser, pareil, c'est toujours, ça s'appelle AWS API API Gateway API Key. Voilà, donc son name là, on va l'appeler Key, API Key, je vais l'appeler comme ça. Là-dedans, qu'est-ce qu'on aura besoin? Donc on va déclarer un name. Donc nous, je vais récupérer la même variable que j'ai sur mes projets. Hop, je la mets là, API Key. On va l'appeler local project. Si vous voyez ici là, dans ma variable, j'ai un local quelque part. Attends, j'ai pas dans le provider là. Bon, je sais plus où j'ai ma locale. Donc si je cherche ici la locale, hop, locals plutôt. Ouais, j'ai bien un fichier local. Je l'ai pas vu parce qu'il n'est pas numéroté. Donc il est où? Il est là mon fichier local. Voilà. Dans lequel il y a le nom de mon projet. Donc on va l'appeler comme ça. Euh, on va dire qu'on va l'enable. On va dire qu'on va le mettre à true. Donc ça veut juste dire j'active la clé. Maintenant, c'est pas suffisant. Il faut maintenant que cette clé là, je vais la linker
à mon API et aussi au stage name. Donc là, on va avoir le paramètre, je crois que c'est REST API qui REST API ID. Et là, je vais récupérer l'ID de mon API. Donc AWS API AWS API. Je sais pas pourquoi il me propose pas. Donc c'est un peu mon autocomplete veut pas reste point my. On va aller là-dedans où j'ai construit mon API. C'est le reste que je veux ici. Pardon, pardon. Voilà, c'est ça. Donc je vais récupérer cette ressource-ci. Point. Il faudrait que je regarde pourquoi mon autocomplete a disparu. Voilà. Et le stage name qui va correspondre à mon deployment là. Si je vais ici dans le deployment, qui c'est là, point stage name. Deployment, point deployment, je fais ça, hop. Point stage name. On va récupérer le stage name. Donc là, on n'est pas trop mal. Alors, c'est partir alors pour l'implémentation. Donc, on va lancer notre fonction basique, notre code basique API là, code Terraform qu'on va mettre à jour, tout pour pouvoir faire tourner notre API. Donc, tac, tac, je ferme tout ça. J'essaye d'agrandir un peu. Je pense que comme ça fait trop mal aux yeux, je trouve. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est trop gros. Donc, dans ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, là, on va créer un fichier 08. On va l'appeler touch 08- je vais l'appeler API key. Voilà, on va appeler comme ça API key.tf. Voilà. Et dans notre API key là, on va pouvoir donc commencer à set notre API. Donc là, on va créer la ressource. On va utiliser la ressource. Hop, c'est toujours AWS API Gateway API underscore key. Moi, je préfère qu'on l'appelle key simplement. Donc dans la key, on va donner le nom. Le name, on va dire que c'est le local.project. Donc on a un fichier local dans lequel le local correspond en fait à cette variable là. Donc on va l'appeler local project. Ensuite, on va dire enabled à true pour dire qu'on active, on active cette API key là. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Donc on va dire, on va appeler ça step 1, création de la key. Create the key. Je sais pas, je dis en anglais, allez, c'est pas grave. Create the key. Donc ça, si je viens sur la console ES là, ici, ça va correspondre au fait de venir créer la clé ici là. Donc il y a la clé qu'on crée, ensuite on le met à usage et le usage en fait après on l'associe à l'API. Donc on fait cette étape là, ensuite on va faire ça et ensuite on va l'associer à l'API. Donc si je reviens sur notre code, donc c'est la première étape. Ensuite là, donc on va créer le usage plane. Donc on va l'appeler ressource AWS API Gateway. On va voir usage. Super. Usage plane. Le nom que moi je mets juste usage. Donc le usage, c'est où on configure quelles sont les actions qu'on peut faire sur l'API. Donc je vais mettre d'abord le même nom, local.project là. Et ensuite, là, je vais mettre le paramètre throttle settings. Ça, je vous ai toujours dit, je n'invente rien. Si vous venez là dans la doc Terraform, on ouvre ici Terraform. Vous allez avoir tous les paramètres. Ah non, je suis allé sur la doc d'AWS. Bon, ça peut être intéressant d'aller voir en détail ce que ça fait.
Terraform. Vous pouvez voir les paramètres. Ah, pardon. C'est pas la doc officielle, mais ça vous donne quelques éléments. J'ai du mal à chaque fois. Attends, je trouve que c'est tellement mal fait la recherche sur Terraform. Avant, il fallait juste taper ça rapide, mais je crois que j'ai l'URL là. Hop, je crois que j'ai la bonne URL. Donc, elle est là en fait. Comment vous pouvez créer ça, la l'API usage plan derrière, tous les paramètres, tout ça. Moi, je vais mettre ce que j'ai besoin pour mon cas. Donc, n'hésitez pas à aller lire en détail cette documentation là pour voir tout ce qu'il y a dedans. Donc là, dans le throttle setting, c'est ici qu'on donne deux paramètres. Le rate limit. Le rate limit, ça me donne le nombre de secondes le nombre d'appels qu'on pourra faire par seconde sur mon API. Donc moi, j'autorise, on va dire que j'autorise 5. Donc je peux ici le nombre de requêtes. Number of requests par seconde. On va dire ça. Et ensuite, maintenant, dans cet intervalle-là, burst limit, s'il y a un problème, en fait, si jamais un souci, on peut aller à maximum combien? Donc je mets ici le burst, ça s'appelle le burst, donc je mets... donc on peut faire 5 requêtes maximum par seconde. Et si jamais ça explose, on peut aller jusqu'à 10 quoi. Donc c'est le burst. Ensuite là, je vais donner un quota settings. Le quota settings, c'est la limite. Ça, c'est une limite qu'on peut définir sur une période quoi. Donc moi, je vais dire que la personne a le droit de faire 10 requests. Je sais pas, je mets 10 comme ça. Et il faut définir la période. Donc là, on va dire c'est par mois. Donc là, en fait, c'est en train de dire, on peut faire 5 requêtes par seconde. Et par contre, par jour, par mois, on peut mettre 10 requêtes. C'est peut-être pas beaucoup 10 requêtes par mois. Mettons 1000 comme ça. Voilà. Donc vous pouvez aussi avoir des usages comme ça où vous pouvez planifier. Donc ça c'est super important parce que ça évite de se faire DDoS. Ça évite que votre API soit tout le temps appelé de manière par erreur ou bien pour des personnes qui veulent vous DDoS quoi. Voilà donc. Et ici on va mettre je vais définir le stage à laquelle mon API va s'exécuter. Donc il y a l'API ID. Ici, je vais le récupérer de ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc, c'est API Gateway euh, REST API. Elle est là. Je donne son ID. Et ensuite, il faut dire le stage. Donc, le stage, si vous avez dit qu'on appelle mon API, quand je l'appelle comme ça, on va récupérer le endpoint de mon API qui doit être là. Donc, ça, c'est mon API. Donc, le stage, ça correspond en fait à ça. /training. Donc, si je viens sur mon API, moi, j'avais rajouté d'autres routes où j'autorisais ça. Donc, hop, si je viens ici, que je fais juste ici, je peux faire ça curl là, xget, hk text, je crois que c'était hk API, comme ça, forbidden. Bon, j'ai pas encore, je vais finaliser parce qu'il faut donner les paramètres, etc. Bon, je vais finir le code, ensuite on pourra revenir dessus. Donc là, je donne le stage, ça va être AWS. On va l'appeler API Gateway Key. Non, c'est pas la Gateway Key, c'est la Gateway Deployment. Voilà. Et je donne son ID. Donc ça, ce usage plan là va s'appliquer en fait à ça. Tout ce qu'il va faire dans le training, ça c'est ça. Donc on peut définir plusieurs usage plans et avoir plusieurs stages quoi. Donc, plusieurs routes entre guillemets. Donc là, je vais mettre deux comme ça. Setup usage plan for API. Donc ensuite, quand ça c'est fait, on n'est pas trop mal. Maintenant, on va pouvoir les associer. Donc ça c'est l'association. Associate API Key and Usage Plan. Donc j'ai défini un usage plan, mais j'ai pas dit sur quelle clé ça s'applique. Donc ce code-ci va permettre de faire l'association. Donc là je vais ressources, ça s'appelle AWS API Gateway Usage Plan Key. Voilà. Et là je peux l'appeler aussi Usage Plan Key. Ici je peux nommer comme je veux. Voilà. Je peux dire juste usage key au pire. Ça c'est plus simple, c'est pas ça fait long. Et là-dedans, qu'est-ce que j'ai besoin de définir là? Donc c'est très simple ici. Donc là je vais donner la key ID qui va correspondre à
AWS API Gateway key.sonID. Voilà. Mais c'est pas suffisant. Ensuite, il faut donner le type. Le type pour le usage là. Donc c'est juste une API key. Et enfin, je donne le usage plan ID. Donc là, pareil, c'est AWS API Gateway usage plan.usage.id. Voilà, donc là j'ai mon usage qui est bon. Et la dernière étape maintenant, c'est de pouvoir déployer ça. Donc c'est-à-dire maintenant, euh, il faut maintenant que je... Ouais, on est pas mal là. Là, j'ai pas besoin de refaire de deploy. Ah si, un dernier truc, c'est qu'il faudrait que moi, sur mon API, il faut que je l'active pour dire que cette API là, je veux qu'elle soit sécurisée. Donc il me semble que il y a un paramètre à ajouter sur mon API pour dire que elle est secure en fait. Euh, J'essaie de me souvenir. Donc c'est sur la méthode, donc c'est ici là. Donc là, je vais définir le API key required, je mets true. Voilà. Donc ça va forcer que sur ce truc-là, on aura besoin de fournir une key. Donc une fois qu'on a fait tout ça, il n'y a plus qu'à appliquer avec Terraform. Donc je reviens dès que ça applique avec Terraform. Donc là, j'ai lancé mon terminal. On va pouvoir tester avant d'appliquer le code Terraform qu'on a fait. On va d'abord voir l'existence, ça marche bien. Donc ici, je vais appeler mon API pour voir, je vais faire différents tests. Donc là, j'ai mon API qui me répond bien. Ouais, là, il n'y a pas de secure. Donc si vous avez l'URL, je sais qu'il y a des petits malins qui me regardent, qui vont sans doute tester. Testez pas, je l'aurais déjà détruit sans doute. Mais vous pouvez faire le test. Là, je lance mon API, me répond bien que la request est good. Donc si j'essaye de faire un put, CTRL E, donc put, donc je dois avoir je vais pas réinventer la roue. Donc j'ai la requête ici. J'envoie un truc comme ça, là. Hop. Parce que c'était un peu pareil le truc. Donc je fais un put. Donc put request, voilà. Donc ça me renvoie ce que moi j'envoie en métadonnées. Donc si je fais aussi un post. Ouais, donc ça me répond en fait tout quoi. Donc toutes les routes, il y avait quoi aussi? Il y avait put, post, c'est quoi l'autre requête là? Patch, delete. On va pas tous les faire, voilà. Donc ça me renvoie bien. Donc ouais, mon API fonctionne bien. Donc le problème, comme je l'ai dit, si quelqu'un connaît où votre maison est, donc connaître où ma maison est, c'est connaître mon URL. Donc si connaît quelqu'un où ma maison est, vous pouvez venir entrer chez moi. Vous pouvez venir entrer dans mon API. Donc ce qu'on va faire, c'est remédier ça. Le code qu'on a réalisé, c'est pour justement ne plus avoir ce souci là. Donc ce qu'on va faire ici, on va venir ici dans le code Terraform là, pour appliquer les changes qu'on a fait. Donc ici, on a rajouté l'API key require true et on a mis tout ce code là. Non, ça devrait marcher, mais on va voir. Donc on va pouvoir les appliquer. On va faire Terraform apply, up. Donc Terraform, comme je l'avais expliqué dans une vidéo, c'est vraiment l'outil as code qui permet de travailler dans le cloud de manière un peu secure. Donc j'ai une erreur. Donc mon stage, il me dit le stage not found. Alors, donc c'est quelle ligne? API key ligne 8. On va arriver là. Usage plane. Ah, c'est pas ID. Ici, là, ça va être stage name. Voilà. OK, parce que c'est un nom qu'il a besoin. Et là, je vais réapply. Et là, boum. OK. Donc là, j'ai mon API qui a été créé. Il m'a généré normalement une clé. La clé, je peux la récupérer facilement. Je peux juste... pour récupérer la clé, en fait, je peux la récupérer. Il faut faire juste un output là de la valeur, mais je sais pas si c'est une bonne chose de le faire. Attends, où est-ce que je suis? Je suis perdu. Donc la valeur, moi je vous conseille pas, vous pouvez la print. Donc si moi je veux par exemple le récupérer, donc bon, on va la récupérer sur la console, c'est mieux parce que si vous mettez ça dans le TF-state, c'est pas souvent recommandé de mettre les clés comme ça là-dedans. Mais disons que si on veut le récupérer, on va juste faire comme ça. Output, je fais ça. API key, donc
value, je vais récupérer ça là, aws.key.key. Il doit avoir son value, un truc du genre. Il y a le customer ID, je sais, c'est value, voilà, elle est là. Et ça, normalement, ça va me print mon API. Donc si je fais TF1 encore, c'est pas recommandé souvent de mettre. Bon, Terraform, il aime pas trop ça parce qu'il est pas con. Il me demande de mettre cette value là sensitive true parce qu'il voit que c'est une clé et que c'est pas normal que ce soit que ça puisse être print dans les trucs. Donc, mais bon, il sera quand même présent dans le state, mais pas en output du terminal. Donc moi, si je veux récupérer la valeur, je peux faire Terraform state pool. Je fais un pipe comme ça. Je vais faire GQ.output. Là, je devrais voir la valeur. Voilà. Et là, j'ai la clé qui est là. Donc c'est cette clé-ci que nous on va utiliser pour appeler notre API. Donc à ce niveau-là, on n'est pas trop mal. Donc on a vu, maintenant si on reset, normalement l'API devrait plus répondre. Elle répond toujours parce que je sais il faut aller sur la console. J'ai pas mis le deployment dans le code, c'est pour ça. Donc si je reviens sur mon API, voilà, donc j'ai mon API ici. Il faudra juste que je déploie en fait la mise à jour. Ça normalement je le fais avec Terraform, mais dans ce cas-là je ne l'ai pas appliqué, donc il faut juste que je l'applique. Si vous regardez ici, on doit avoir notre key qui est là, la basic API key qui est là. Si vous regardez la valeur, c'est la même que j'ai ici. Oh, que j'ai où? Que j'ai là. Donc vous voyez NZ et Y6 à la fin, NZ au début, et c'est bien ça que j'ai. Donc on a bien notre clé qui est là. Et on peut checker, on voit que il y a notre key qui est là. Et ensuite on a le usage plan, comme je vous ai dit, qui a le même nom que notre projet. Et là, on voit que c'est linké, c'est associé à notre API qu'on appelait Basic API. Et on voit la clé qui est associée. Ouais. Et là, il y a des paramètres qui sont définis là. Donc moi, j'ai mis 5 requests, j'ai mis un burst de 10 et j'ai mis 10 000 requêtes par mois maximum. Donc, et l'autre dernier point qu'on peut checker, c'est aller sur notre API. Donc si je viens sur la Basic API, je vais aller sur la ressource, je pense que c'est là, sur la méthode, j'ai le trou qui est là. Donc là, normalement, l'API est sécurisée, mais je pense que là, on est bon. Ça a été deploy, parce que j'ai fait le deploy. Donc là, si on refait, ça devrait plus marcher. Voilà, vous voyez là, j'ai forbidden. J'ai forbidden sur le patch. Et on peut le faire aussi sur le post, sur le get. Donc là, maintenant, même si vous connaissez où ma maison est, même si vous marchez dans la rue, vous voyez ma maison, vous voulez y aller, vous ne pourrez pas entrer. Parce que là, maintenant, je l'ai sécurisé. Vous n'avez pas la clé. Donc c'est à moi de vous communiquer la clé pour que vous en. Donc imaginez vous êtes développeur, enfin vous avez un partenaire. Imaginez moi c'est une API qui est publique. Donc j'aimerais que vous repassez, venez sur cette API par exemple pour récupérer le code source. Ben, j'aurais juste en vous me demander la clé, je vous envoie la clé, vous aurez accès à cette API là. Donc là on est bon, on va pouvoir tester maintenant que notre API fonctionne avec notre clé. C'est ça qu'on va maintenant tester tout de suite. Donc là maintenant pour pouvoir entrer dans ma maison, donc pour pouvoir accéder à mon API, il faut maintenant donner un paramètre. Donc c'est dans le header. Vous pouvez faire -header, mais en général on met juste tiret grand H comme ça. Et dans le header, il y a un paramètre qu'il faudra communiquer. Donc le paramètre que moi je vais communiquer en plus pour toutes mes requêtes. Même si sur le get il n'y avait pas de header, mais maintenant je dois le communiquer sur tout le monde. C'est la méthode x-api-key. Et la valeur, ça doit être la valeur de ma clé là qu'on a vu. Et ça devrait marcher. On va voir. Et voilà, et là ça marche. Donc vous voyez que là maintenant pour entrer dans la maison, je donne la clé et on m'autorise à entrer. Si je refais sans le XAPI key, pour que vous voyez bien, vous voyez là j'ai forbidden, j'ai pas accès. Par contre là si je remets avec le bon header, donc avec la clé j'ai accès. Et c'est la même chose pour toutes les requêtes. Donc moi pour ne pas euh, refaire tout le temps la même chose, donc je vais aller sur le post là. Je prends une autre requête, donc les patchs ou le post où il y avait le header. Je sais pas quand on a deux. On peut faire -h, ça marche. Voilà, donc ça me renvoie bien parce que je rajoute en plus l'autre header XAPI key.
Normalement, il y a moins de concaténer, mais bon, là, c'est plus simple pour moi de mettre directement deux fois le header. Donc là, ça me répond bien. Ouais. Et je vais maintenant sur le post. Le post, ça marche pas, mais quand je lui donne le header avec ma key, hop, pardon, on va rajouter ici la tiret H. On voit que ça passe. Donc là, on n'est pas trop mal, quoi. Donc on a quelque chose de pas mal. Donc ça, c'est déjà le premier pas pour sécuriser votre API. Et comme je l'ai dit, ce qui est pas mal avec Amazon, ce qui est vraiment bien, vous n'avez pas à gérer cette partie. Si on venait vous faites des DOS là, donc imaginez, j'ai mis 5 requêtes par seconde. Euh, ouais, c'est pas. Donc, bon, bref, je pourrais jouer après sur ces paramètres-là. Si vous voulez, après, je pourrais faire une vidéo où on joue sur ces paramètres-là. Alors, c'est voilà, sur ma clé. Donc là, j'ai mis 5 requests maximum par seconde, ce qui est pas mal en fait. Donc, ce qui est pas mal, et un burst de 10. Et là, j'ai mis maximum 10 requêtes quoi, par mois. Ah, imaginons nous que je joue, voilà, disons que je mets maximum 5 requêtes par mois. Voilà, on va faire le test. Donc moi, je vais appliquer. Vous voyez ça aussi les avantages du Hascode. Je vais changer mon API, je vais pas aller sur la console, j'ai juste à réappliquer comme ça. Je mets yes. Comme j'ai dit, j'ai pas mis le deploy automatiquement, donc je pourrais le faire. Donc ça, je suis obligé à chaque fois de deploy mon API et dans le stage qui va bien. Donc là, j'ai dit à mon API que je veux maximum 5 requêtes par mois. Donc on va faire un test ici là pour voir. On va faire plus de 5 requêtes. Donc on va faire un while. On fait un petit truc comme ça. While true, point virgule done. Ah, point virgule, je vais faire, disons, un post avec ma clé dans la dernière requête là. Je mets un sleep. Je fais de 1 seconde et après je fais done. Ah, j'ai mal écrit quelque chose. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié ici le do. While true do comme ça. Hop, et je lance. Et là, vous allez voir, moment, ça va s'arrêter normalement. Ça devrait. Bon. Effet démo. Parce que je l'ai limité à 1000 requests par mois. Attends, ça savez que mon. Donc là, ça continue. Pourquoi? Je pense en fait, il y a ce qu'on appelle le write inconsistency sur Amazon. Parce que les mises à jour que vous appliquez, elles sont des fois pas instantanées. Parce que vous savez, il y a des grands caches, il y a plein de serveurs, etc. Le temps que la mise à jour s'applique. Mais normalement, ça devrait limiter en fait. Attendez, je vais faire cracher la vidéo et je vais revenir. Hop. Donc là, en disant que je vais changer ici, là, je vais mettre plutôt D. Ici, je vais mettre monf. Bon, ça c'est juste pour moi en fait, pour savoir. Donc je vais dire qu'on peut faire, j'ai mis 5 requêtes par jour. Ouais, disons 5 requêtes par jour. Allez. Et je vais réappliquer ça. Donc là, je change le usage plan. Je mets yes. Voilà, donc je suis à 5D. Donc si on revient ici sur mon API là, le usage, hop, Windows R là, on va refresh. Donc c'est 5 requests par jour que j'ai mis. Et là, mon API, je vais quand même la redeploy pour être sûr que j'ai bien la dernière version. Je deploy. Et voilà. Et là, si on refait notre code là, notre while true. Voilà, ouais, ça marche plus. Donc là, j'ai exceed le nombre de requests que je lui ai dit de faire maximum par jour. Donc vous pouvez configurer des trucs comme ça, quoi. Et ça, c'est pas mal parce que c'est l'avantage des lambda. Vous n'avez pas à gérer toutes ces choses-là quand vous déployez votre API, à mettre des conditions, etc. Donc il se charge lui-même de faire ça. Donc là, faisons un dernier test. Mettons ici qu'on augmente la request à 1000 par jour. Allez, 100. Donc là, pareil, on va réappliquer notre code. Boum, pour que Terraform le mette à jour. Je mets yes. Bon, il faut toujours ressources deploy. Ça, je vous ai dit, c'est parce que j'ai eu la flemme de coder ça dans le code, mais bon, c'est pas bien méchant ça. Là, si je refais, voilà, là ça passe maintenant. Ouais, donc là, donc vous voyez là ce qu'Amazon fait là. Un coup ça passe, un coup ça passe pas. C'est parce qu'il y a il y a ce qu'on appelle le write inconsistent. Donc il faut en fait du canary deployment le temps que tout. Parce que derrière API Gateway on dit serverless, mais il y a des serveurs qui tournent le temps que tous les serveurs se mettent à jour.
Il y en a encore qui répondent en limite textuelle, d'autres qui répondent bien. Donc c'est pour ça quand vous designez vos applications mises à jour, ça peut prendre un temps pour que tout marche de manière correcte en fait, parce que comme il y a plusieurs serveurs et tout le temps que tout se mette à jour. Et là, tous les nœuds sont mis à jour. Donc ouais, j'ai plus le message là, je n'ai que mon partial update. Et là, on est pas mal, mais arrivé à 1000, ça s'arrêtera en fait. Donc je veux pas, on va pas arriver au bout, mais voilà. Et je pense que c'est pas mal, c'est tout. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer sur cette vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on sécurise les API. Donc vous avez vu, vous avez quelque chose d'hyper puissant de manière plutôt relativement simple. Donc là, vous avez toutes les bouts en fait pour pouvoir maintenant avoir des API, les builder de manière confiante sur des infrastructures AWS, notamment avec Lambda, etc. Donc là, on a à peu près toute la chaîne. Donc on a notre API qui est sécurisé. On a notre monitoring qui est activé. Donc on a tout ce qu'il faut en fait pour avoir un système robuste en production. Donc c'est super important. Donc gardez en tête que l'API, quand vous construisez une API, c'est comme une maison. Donc si quelqu'un sait où votre maison est, il peut venir entrer chez vous, sauf si vous la sécurisez, sauf si vous demandez des accès. Et le but de justement ce qu'on a fait là, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on demande un accès avec une clé. Donc avec une paire de clés quoi. Donc moi côté serveur j'ai une clé et vous côté client quand vous arrivez on vous demande la clé pour accéder. C'est tout. Voilà, j'en termine pour faire une petite pub d'un produit que j'ai développé qui s'appelle Gisaline. Donc une solution de gestion d'entreprise que moi j'utilise au quotidien pour gérer mon entreprise qui va vous permettre de faire la facturation, les devis, les signatures électroniques de vos contrats, les mandats de prélèvement, donc ça fait tout. Donc vous signez, vous facturez, vous encaissez sur Gisaline. Donc n'hésitez pas à aller tester sur le site gisaline.fr et peut-être que je vous ferai une réduction. Je penserai à faire un code promo pour les abonnés de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.